Bonjour, mesdames et messieurs, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Quel bonheur ce matin de vous retrouver. Oups, j'ai dit ce matin, mais on est ce midi. Quel bonheur ce midi de vous retrouver pour une autre grande discussion avec entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai deux invités, pas un, mais deux invités, et deux invités que je connais, deux personnes avec qui je suis déjà partner, imaginez-vous donc. Alors, on va découvrir leur aventure, puis je vais aussi la découvrir pour vrai avec vous parce que j'ai pas tous les détails de leur affaire, j'ai pas tous les détails de comment ils se sont connus, comment ils ont parti la business. Alors, ça risque d'être une entrevue très intéressante pour moi également, comme associé avec ces deux gars-là. Et ça va être une entrevue aussi intéressante parce que rappelez-vous que notre but chez Alias, c'est de vous présenter des modèles d'affaires, des entrepreneurs qui, au premier abord, sont à la tête d'une entreprise inatteignable, quelque chose qu'on ne peut pas faire, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils ont réussi. Puis en même temps, quand on fouille à travers leur histoire, on se rend compte qu'ils sont des entrepreneurs dont le modèle, je vais amener mon micro, dont le modèle est drôlement ressemblant à celui de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire de votre modèle d'affaires, de celui de votre voisin ou de modèle d'affaires d'une entreprise que vous fréquentez. Bref, vous allez voir, vous allez découvrir deux gars ordinaires, entre guillemets, qui ont bâti une business extraordinaire et c'est exactement l'intention derrière les grandes discussions chez Alias Entrepreneur. Chaque fois, on vous demande la même chose, c'est-à-dire de partager sur les réseaux sociaux le contenu de cette entrevue. Donc, vous avez aimé, bien, partagez le lien. Faites des likes aussi. Malheureusement, on a besoin de ça. Je dis malheureusement, on aimerait bien mieux rien de vous demander, mais bon, ça ne vous coûte pas grand-chose, faire des petits likes. Et ces petits likes-là nous permettent d'augmenter la visibilité de nos entrevues. Et un like sans commentaire, ça ne sert pas grand-chose. Ce n'est pas très pesant dans les algorithmes. Alors, s'il vous plaît, commentez également sous la publication dans votre lecteur préféré. Si vous l'écoutez sur podcast, ben, vous le faites à la fin de votre podcast. Si vous l'écoutez sur YouTube, Facebook ou ailleurs, on vous prie de commenter directement sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce contenu. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Yann Kenville. Mon Dieu, Serge, ça va bien matin. ce midi, excusez-moi. Yann Kenville et Alexandre Gravel à venir de rejoindre. Allô, Serge. Salut, Serge. Salut. J'ai essayé de trop en mettre en peu de temps, puis là, je me suis étouffé, je me suis enfargé. C'était beau, hein? C'est spectaculaire, mon affaire. Non, c'était juste parfait. Inquiète-toi pas. Surtout pour deux gars de médias. Ça doit être ça qui m'inquiétait ce matin. Là. Je voulais être ça. Tu as remarqué notre concept à Alex puis moi ce matin, on essayait le Men Black and White. Fait que, yes. Ben oui, c'est l'entrevue en noir et blanc. Hein? C'est l'entrevue en noir et blanc. Ajustez pas votre écran, c'est vraiment une entrevue en noir et blanc. Oui, exact. Hey, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin de venir nous jaser, de venir nous présenter votre histoire entrepreneuriale. Mais d'abord, peut-être, Yann, tu pourrais nous décrire Toast aujourd'hui, 2022, ça a l'air de quoi? Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que vous pilotez aujourd'hui, puis après, on peut se faire des rapports avec l'histoire du début. Alors, Toast aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Toast aujourd'hui, c'est un groupe qui a deux divisions. Une division qui est, je le dis tout le temps un peu, puis Alex, tu me corrigeras, mais c'est que l'agence de contenu, donc marketing, communication, on a des clients dans la sphère d'activité avec des commerces, des entreprises, etc., où on fait des contenus pour les produits numériques. Et on a une division télévision, donc des émissions pour Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, tous les diffuseurs qui sont au Québec et aussi dans notre plan d'affaires aussi aller vers l'international. Donc, pour l'instant, Toast, c'est la réunion de ces deux secteurs-là d'activité au sein du même groupe. Et toi, Alexandre, tu trouves ça comment? C'est quoi la force? Pourquoi avoir uni ces deux secteurs-là? Pourquoi avoir deux business qui, au premier abord, pas l'air d'être la même chose, la télévision d'un bord puis du marketing de contenu de l'autre bord? Explique-moi l'idée de cette fusion. Bien, une façon dont on le présente des fois, c'est vraiment de dire qu'il y a un fil rouge qui unit les deux business, si on veut, puis c'est le contenu. Puis là-dedans, il y a des expertises qui sont communes. Ce qui veut dire que si l'objectif d'un côté avec la télé, c'est que les gens puissent passer un bon moment devant leur écran, peu importe ce qui peut être, là, physiquement, quel écran ça peut être, bien, on veut faire la même chose pour les marques et les annonceurs avec le volet agence. Puis c'est des expertises qui sont similaires des deux côtés parce que ce qu'on veut, c'est bien connaître les gens à qui on s'adresse, à qui on veut s'adresser, puis d'essayer justement de faire en sorte que tous ces gens-là, que ce soit des clients potentiels de Bombardier ou Air Transat ou des gens qui regardent TVA ou Télé-Québec, qui puissent passer un bon moment. Fait qu'il y a comme des atomes crochus entre les deux business, puis après ça, on pourrait creuser un peu plus au niveau opérationnel. Il y en a au niveau opérationnel aussi.
Et toi, Alex, tu diriges la boîte de com, donc le côté marketing de contenu. Yann, toi, tu diriges la boîte là, de production télé. Quelles sont les émissions là, que les gens pourraient reconnaître là, qui sont produites par Toast? Ben, mais maintenant, on dit Avanti-Toast parce que depuis la dernière année, il y a eu je vais dire comme ça, une fusion, un regroupement avec une autre entreprise qui est Avanti. Donc, des émissions Chef de bois, 3 fois par jour et vous, de garde 24/7, cette année-là à Télé-Québec, Alex et les Merveilleux, une émission jeunesse. Je pourrais en nommer beaucoup. Là. On a 18 productions au feu en ce moment sur le poêle, comme on peut dire, mais ça roule pas mal. On a quand même on pilote à peu près 35 employés permanents, puis 1800 pigistes par année, puis l'équivalent aussi, ensemble avec le groupe, Alex, tu me corrigeras, mais c'est 60 employés permanents avec, Oui. là, on rajoute les autres pigistes aussi de l'agence, donc on doit être à peu près à 2200 pigistes par année au sein de l'entreprise. Alors, c'est quand même une belle organisation. Puis là, tu as nommé des émissions produites par Toast, le côté Toast, mais il y a aussi des émissions très connues qui sont produites par Avanti. Comme c'est la même organisation, ça veut dire que vous pilotez aussi ces projets-là. Tout à fait, exact, depuis 1 an, depuis septembre l'an dernier. Ouais. Good. Alors, donc, ça vous donne un portrait d'une belle boîte aujourd'hui, une boîte très impressionnante qui prend sa place de façon très sérieuse dans chacun des 2 créneaux qu'elle occupe. Parlez-moi un peu de l'inception. Comment c'est arrivé cette affaire-là? Parce que aujourd'hui, c'est impressionnant. Là, 2000 pigistes, 60, 70 permanents, de la production de télé, des vedettes télé, puis de l'autre côté, comment on part dans ce domaine-là? Comment on arrive à faire ça quand on part de zéro? Là? Alors, allons pour le fun là, partir avec l'histoire d'Alexandre. On va commencer avec Alex. Là. Comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat, Alex? Tu le disais tantôt, un gars bien ordinaire. Peut-être un peu naïf aussi par la bande. Essentiellement, moi, à peu près au milieu de mon adolescence, mon père a eu peur que je devienne DJ. J'avais commencé à faire de la disco mobile avec des gars un petit peu plus vieux que moi qui buvaient déjà de la bière, des trucs comme ça. Puis mon père a eu peur vraiment que je finisse par travailler dans les bars toute ma vie. Puis le pire, c'est qu'il avait raison. J'aurais pu finir DJ dans des bars tout le reste de ma vie, puis fumer des clopes, puis perdre la voix à 55 ans. Mais au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a présenté justement quelqu'un qui travaillait en son sur des plateaux de tournage. Donc, c'était d'amener la musique un peu sur le volet télévisuel, documentaire et tout. Et j'ai commencé justement à travailler sur des plateaux de tournage comme preneur de son, perchiste et tout pendant mon adolescence. Puis, ça a fait que j'ai fini par presque lâcher l'école et à un certain moment, il y a un perchiste avec qui je travaillais qui m'a mis la main sur l'épaule une fin d'été, genre au mois d'août, puis qui dit là, Alex, tu devrais peut-être retourner à l'école en septembre parce que travailler en cinéma comme pigiste, c'est difficile. Travailler en télévision comme pigiste, c'est difficile. C'est des horaires vraiment assez éclatés. Ça peut être des fois difficile même de fonder une famille si tu es en documentaire et tu prends à travers le monde. Fait qu'il dit, fais comme ça te tentait de faire. Tu es un tripeux d'informatique, ben va faire tes études en informatique, puis on va toujours pouvoir t'accueillir, tu pourras toujours travailler avec nous. Fait qu'au final, j'ai fait un bac en génie informatique pour pouvoir travailler en cinéma par la suite. Puis ça m'a vraiment, je dirais, formé, parce que les 4 années d'université à Polytechnique ici à Montréal, ça m'a vraiment appris à apprendre. Ce qui veut dire que ça m'a rendu curieux pour le reste de mes jours. Puis, je pense que c'est cette curiosité-là qui a fait en sorte que, oui, le plan que je m'étais donné de travailler en cinéma et en télé a fait en sorte que j'ai continué de travailler là-dedans quand j'ai eu mon bac. J'ai mis mon bac de côté et j'ai fait ça, mais j'avais déjà une certaine curiosité un peu qui était devenue acquise, qui était peut-être innée aussi, mais ça a fait en sorte que j'avais le goût de faire d'autres choses en plus. Fait que je mets 3 petits points là-dessus, puis je te laisse peut-être poser la même question à Yann, puis il y a une jonction à ces 2 affaires-là. Il y a une jonction qui arrive à un moment, de mon côté, avec cette espèce de grande curiosité qui était liée, entre autres, peut-être un peu à mon côté geek, si on veut. All right. Alors, Yann, je vais te poser la même question pour qu'on puisse rejoindre les 2 chemins.
Alex, il a parlé tantôt un peu d'innocence ou d'insouciance. Je pense que c'est ça qui est. Tu sais, être entrepreneur, je pense que ça prend ça. Il faut que tu cultives l'innocence un peu, puis ce petit côté-là, parce que si tu rationaliserais toute la patente, je pense que des fois, tu ne ferais pas de move parce que ça serait trop épeurant. Je suis plus jeune, grandi dans une famille avec mes grands-parents et mes parents. Donc, un grand-père qui était entrepreneur. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont tout le temps encouragé dans n'importe quel petit projet un peu fou. Organisation de spectacle, peu importe, là, il y avait plein de petits projets. Puis mes parents étaient tout le temps en arrière de moi pour me backer là-dedans. Je me dédiais à l'école dans quelque chose en sciences. Je voulais aller en biologie. Et rendu au cégep, après avoir coulé 3 fois le cours de physique mécanique, j'ai reçu une petite lettre qui disait Monsieur Yann Kenville, veuillez vous trouver un autre programme de concentration parce que vous êtes kické out du programme de sciences santé. Fait que je me suis tourné vers les arts et lettres. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu 4 cours de cinéma en arts et lettres que j'avais aimé, mais que je ne me dédiais pas non plus après quand j'allais finir mon deck pour aller en cinéma ou télévision. Et quand je suis sorti du Cégep Saint-Laurent, je voulais aller à l'ITHQ en cuisine. Tu sais, j'ai comme eu un parcours un petit peu atypique. Puis mon père avait déjà été cuisinier dans le passé, donc j'avais comme ce côté-là de vouloir revivre un peu les traces de mon papa. Fait que je me suis inscrit à l'ITHQ. Puis la session a commencé au mois de janvier. Et j'avais toute la session d'automne de libre. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Hey Yann, tu viendrais-tu travailler sur un court-métrage? » Je me suis inscrit, je me suis pas inscrit, mais j'ai travaillé sur ce court-métrage-là. Et on me dit « Hey, tu serais super bon, tu devrais commencer à l'INIS. » L'INIS, c'est une école de cinéma de télévision à Montréal. C'est tout nouveau. Il manque de producteurs. Tu as les skills de producteurs. Puis je me suis inscrit et je suis rentré à l'INIS. Donc, j'ai annulé mon inscription à l'ITHQ, puis ce qui a fait en sorte que j'ai commencé après ça pour les 2 années suivantes à l'INIS. J'ai un background, quand je disais que mes parents m'encourageaient, là, plus jeune, j'avais avec un autre copain, un orchestre de musique classique, fait qu'on enregistrait des albums de musique classique, on faisait des concerts dans les églises, on a déjà loué la Place des Arts. Tu avais le showbiz dans le sang, là. Hein? Tu avais le showbiz dans le sang, là. Peut-être un peu. J'ai tout le temps eu la petite graine de la création, là, ça je sais. Là. Pas la petite graine, mais le petit morceau de la création à l'intérieur de moi. Fait que il y avait ce côté-là peut-être un peu showbiz. Et puis là, je laisse les 3 petits points parce qu'il y a un moment donné où il y a eu une rencontre professionnelle, plutôt amicale, relationnelle. Tu sais, un ami qui est arrivé dans ma vie et qui a fait aujourd'hui, qui est devenu une belle relation, je vais le dire de même, d'amour professionnel après quoi? Ça fait plus que 25 ans. Fait que je laisse les 3 petits points pour la suite. Donc, c'est là que les 2 chemins se sont rencontrés, là. Oui, on s'est rencontrés au secondaire, mais je vais laisser Alex le raconter. C'est ça. Je pense, je ne sais pas si je le dis, Yann, mais on dirait presque que c'est ça que c'est ça que ça amène, ou presque que c'est ça que tu portes. Mais on s'est rencontrés au secondaire parce que Yann était dans la troupe de ballet jazz. Puis moi, le geek en moi était à la technique du ballet jazz à ce moment-là. Fait que Yann était on stage. Portait un super beau... un léotard avec un support athlétique, toute la patente. Là. Voilà. Tu as fait de la danse aussi. Oui. Et donc, moi, je me retrouvais à la technique, puis on a commencé, c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, puis on a commencé justement comme ado aussi à faire un peu les spectacles. Fait que moi, je n'étais pas loin de Yann non plus. Là, on était les deux en support l'un l'autre pour ces spectacles-là et ces enregistrements-là. Je savais que j'apprendrais quelque chose à matin. Tu as fait de la danse, Yann. Oui, 50 ans. Ouais. Ah oui, de la danse, de la musique avant de la production. Oui, de la musique, piano, violon, guitare. Puis tu sais, quand je parle d'innocence puis d'insouciance, ou je ne sais pas comment le nommer, mon grand-père qui est à la maison, puis qui est un homme d'affaires, puis qui était impliqué dans les Chevaliers de Colomb dans l'ouest de l'île de Montréal et tout. Puis il arrivait, mettons, mois de mai, là, je me souviens un mois de mai, puis à cet âge-là, j'avais quoi, 17, 18 ans. Puis Yann, il dit,
le show de la Saint-Jean cette année, là, il dit, c'est toi qui vas le faire avec tes chums, tu sais. Puis là, tu sais, on s'entend, là, on est au mois de mai. Le show de la Saint-Jean, c'est le 24 juin, tu sais, ça n'a pas changé d'année en année. Fait que c'est comme 6-7 semaines. Puis là, là, je dis, grand-père, c'est comme impossible, tu sais. Il dit, non, j'ai débloqué un budget, là. Il dit, moi, ce que tu as besoin. Puis il dit, on t'arrange ça, là. Fait que je me souviens d'un show de la Saint-Jean, puis là, j'appelle Alex en panique un peu. Puis je dis, là, on va avoir besoin d'aide. Tu sais, il faut monter un stage, des lumières. Moi, je vais m'occuper de la musique avec des bands, puis rassembler plein de monde pour faire un show de la Saint-Jean adéquat pour la ville de Pointe-Claire. Mais tu sais, on n'avait jamais fait ça, là. On n'avait jamais, puis Alex non plus, là, tu sais, monter des lumières, puis tout. On a des photos mémorables de ça, là. C'est vraiment hallucinant. Mais c'est là, des fois, c'est que tu sautes un peu dans le vide, puis tu construis tes ailes ou tu construis ton parachute en tombant. Mais maintenant, à l'âge qu'on est rendu, je pense qu'on prend un temps de réflexion avant de sauter dans le vide. À cet âge-là, on faisait juste à chaque fois sauter dans le vide. Tu sais. Fait que, il y avait quelque chose de thrillant. Hein. Il y avait quand même l'adrénaline qui était là, mais tellement risqué. Là. Tu sais, je veux dire, on aurait pu se casser la gueule des milliers et des milliers de fois. D'ailleurs, on s'est cassé la gueule en cours de route en entreprise, puis on reviendra peut-être un peu tantôt. Donc, les deux adolescents se connaissent, ils ont des chemins professionnels ou académiques, je dirais plutôt très différents, là, dans une perspective où l'un qui s'en va comme en informatique, puis l'autre s'en va en production télé. C'est quand même à la base pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, ça explique tout pourquoi l'entreprise elle a deux cerveaux ou deux codes génétiques différents qui, quelque part, se rejoignent, parce qu'au fond, c'est un peu ça, l'histoire de Toast. Ce que je découvre ce matin, c'est deux vieux chums qui se sont toujours tenus côte à côte, malgré leurs différents en termes de passion et peut-être même de style. Ils ont quand même été capables de maintenir cette amitié-là et de créer une entreprise qui, au fond, leur ressemble fondamentalement. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça a été... je regardais le noir puis le blanc tantôt. Là, il y a un peu yin et yang là-dedans. Là, on a des secteurs ou des façons de faire où on se complète. Tu le dis bien, Serge. Il y a des endroits où on se complète, il y a des endroits où on se supporte aussi. Je pense que c'est ça qui a fait qu'au-dessus des 25X dernières années puis des 21 dernières années pour Toast, ça a fait que ça a pu continuer. Parlons-en de Toast. Comment c'est arrivé alors cette histoire de Toast-là dans votre vie? Là? Comment on part en affaires ensemble? Puis je sais que ce n'est pas nécessairement une aventure en partant qui a été solide comme elle l'est aujourd'hui. Alors parlez-nous du départ, là, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement là, pour que ça prenne naissance, cette business-là? Ouf, on parlait de deux gars ordinaires un peu naïfs. Là. Je pense que l'épitome de ça, ou je ne sais même pas si c'est un mot, c'est vraiment dans la mesure où à un certain moment, on s'est dit, parce que quand Yann a fini l'INIS, puis moi j'ai fini mon bac, c'était à une ou deux années de différence. Fait qu'on a un peu fini nos études en même temps. Les deux, on s'en allait travailler en cinéma, comme j'expliquais tantôt. Puis au final, on s'est dit, hey, on continue-tu à gosser quelque chose sur le side? Puis, on s'est dit, si on mélange nos deux secteurs d'études, si on veut, peut-être qu'on pourrait faire des sites web pour le milieu du cinéma et de la télé au Québec. Fait que tu as un ingénieur informatique puis un producteur télé qui veulent mélanger ces deux affaires-là ensemble. Ça, t'imagines en 99-2000. Oui, c'est ça. Là, on est à peu près à l'an 2000. Là. Fait qu'on se projette il y a plus que 20 ans. Fait qu'imaginez c'était quoi les sites web, imaginez c'était quoi l'industrie et tout, de tout ce qui était numérique, Internet et compagnie. Fait qu'on se dit, hey, on devrait faire ça sans trop faire d'analyse de marché, je vais te dire. Parce que l'analyse de marché, on l'a fait après, puis on a commencé à se promener puis à aller voir essentiellement, puis on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va faire ça, puis pour qui on va faire ça. Fait qu'essentiellement, cette idée-là a duré 48 heures. On a dessoulé. On s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas une scène à faire avec ça. Puis au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de poursuivre un peu l'idée. Moi, j'avais un coloc qui avait un ami, qui avait un autre ami, qui lui avait une business de voyage. Puis notre facture numéro 1 chez Toast, c'était une compagnie qui s'appelle Les Caravaniers du Monde. C'est une agence de voyage aventure. Puis je connais bien, je voyageais avec eux autres. Je suis allé faire le Kilimanjaro avec les Caravaniers. Exact. Fait qu'avec Richard Rémy, chez Les Caravaniers, qui lui était le fondateur, il avait fondé sa business peut-être 5 ans plus tôt, il fallait qu'il fasse une refonte de son site web. Puis il a eu confiance en deux bozos qui n'avaient jamais fait ça, mais qui semblaient être assez convaincants pour pouvoir le faire.
Puis ça a été donc notre facture numéro 1 chez Toast, c'était eux, un ami d'un coloc. Puis on a parti un peu en boîte de web, en boîte numérique au début. Puis c'était comme un side project, c'est ce que j'ai entendu. Donc, vous aviez toutes les deux l'objectif de vous trouver un emploi, puis de garder ce business-là sur le côté, ou c'était plutôt on travaille tous les deux à temps plein dans le business puis on la développe? Je te dirais que c'était l'inverse. C'était vraiment... Yann était à ce moment-là dans une boîte qui s'appelait Ideacom comme producteur ou directeur de production. Moi, de mon côté, j'étais preneur de son perchiste sur les plateaux de tournage. Fait qu'essentiellement, on faisait ça de soir et de nuit et de week-end. Essentiellement, il faisait ça de soir et de nuit parce que moi, je code fuck all. Fait que c'est pas moi qui faisais ça. Fait que la seule chose que je faisais, c'est que je faisais de la comptabilité puis je rentrais des factures puis je faisais de l'émission de une facture pour les caravaniers du monde, tu sais, mais c'est ça mon gros de la job. Tout ton rôle là-dedans, c'était plutôt le créatif, ou du moins tu te sentais interpellé par la création, Yann, puis toi, tu te sentais interpellé par la mise en place, Alex, ou comment ces deux gars-là se retrouvent dans ce projet-là? Parce que c'est quand même étrange, le développement web et tout ça, ça accorde bien à Yann, puis, pas à Yann, mais à Alex, mais Yann qui reste intéressé dans la business, alors que techniquement, tu n'y trouves pas ton compte encore, là. À moi, tu dis ça? Oui, ben oui, tu ne trouves pas ton compte dedans. Oui, mais je travaillais. Oui, mais je pense qu'il me. Tu sais, ultimement, oui, il y a quelque chose dans la création, mais il y a quelque chose aussi en business pour moi qui est dans le relationnel d'être assembleur, de prendre. Puis pour moi, Alex, dans tout le talent qu'il a, puis qu'est-ce que je voyais à l'époque, je pense que je voulais me coller à lui. Je voulais être avec lui pour construire quelque chose que je ne savais pas trop vers où c'était pour arriver, mais je savais que le fait tu sais, ultimement, les deux compagnies, même encore aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est raconter des histoires, tu sais. On veut raconter des histoires marketing avec un objectif précis ou dans le divertissement, etc. Tu sais, fait que, ou dans la communication. Fait que ce qu'on voulait, c'était de raconter des histoires. Puis là, on le racontait sous forme numérique, un site. On était quand même dans un axe de communication. Puis je me souviens du premier site qu'on a fait pour les caravaniers, mais on racontait une histoire. Il y avait un pre-roll, c'était quand même assez innovant. Ou un montage photo en flash, là, tu me corrigeras, Alex, mais ça faisait voyager. On parle au début des années 2000. Là, il y avait très, très, très peu de sites qui avaient cette fonctionnalité-là. Fait que, puis ça, c'est le génie d'Alex. Puis c'est ce côté-là d'être à l'avant-garde, d'aller chercher à chaque fois ce qui ne se fait pas encore ici ou qui commence à se faire ailleurs. Fait que je voyais en tout cas à l'intérieur de lui le potentiel de construire une compagnie ensemble plus grande, mais je ne savais pas la tournure et la forme que c'était pour avoir. Tu sais, je te dirais que c'était quasiment un gut feeling. Là, tu sais. Puis, il y avait ce côté-là, Alex continuait quand même, moi, l'orchestre a continué quand même à évoluer, puis on continuait à faire des petits mandats pour l'orchestre avec les spectacles. Fait qu'on avait quand même ce lien-là aussi je vais dire parascolaire. Là. Oui, qu'on continue. Oui, para-business. Ouais, exact. Alors, donc, cette business-là, s'appelle-t-elle Toast à l'époque? Ça commence déjà avec le nom Toast? Non, ça s'appelait Infivia Solutions. On se rappelle à début des années 2000. Fait que toutes les compagnies tech avaient le mot solution. Tu sais. Un nom dont vous êtes très fiers. Oui, puis Infivia, mais il y avait quand même une logique. Là. C'était quand même Infivia, donc la route via, la route Infi pour infinité, la route de l'infini. Tu sais, on était quand même dans le côté Internet. Il y avait un concept. Sauf qu'à chaque fois qu'Alex il parlait à des clients, surtout anglophones, puis il demandait c'était quoi l'adresse courriel ou tout ça, c'était Infiviwhat. C'était comme l'enfer à appeler. Ouais. Fait qu'on a changé en 2005-2006 pour le nom actuel. Oui, puis c'était vraiment, tu sais, pour l'anecdote, là, c'était vraiment le résultat d'une soirée un peu arrosée, tout seul dans une cuisine, à écrire des mots sur un bout de papier puis chercher si le nom de domaine est disponible. Puis quand j'ai pogné le nom de domaine,
ça a été ça. J'ai écrit à Yann, j'ai dit qu'est-ce que tu en penses, puis on a dit go. Mais c'était essentiellement cette chose-là, ce nom-là qui était terrible. Mais c'est pas un mauvais nom, hein, c'est juste que vous l'avez ridiculisé souvent dans nos échanges, ce nom-là, ça me fait sourire. Mais fondamentalement, quand tu y réfléchis, c'était pas un mauvais nom. Puis aujourd'hui, ce serait probablement un très bon nom parce qu'on cherche aujourd'hui des noms, justement, qui n'ont pas été déjà écrits, puis ça devient excessivement difficile de trouver quelque chose d'original de nos jours. On enlève des consonnes ou on enlève des voyelles pour faire des noms de compagnie ou on les réécrit à l'oreille. Je voyais Head Office sur un building cette semaine. H-E-D-H-O-F-I-S. Alors, c'est ça. On essaie d'écrire les noms de toutes sortes de façons. D'ailleurs, on les salue. C'est une belle petite business des jeunes qui ont parti ça. C'est un genre de WeWork ici à Brossard. Ceci étant dit, on essaie de réécrire des noms de compagnie un peu différemment pour être capable d'être unique. Et on arrive avec Toast. Comment on arrive avec Toast? Parce que là, pour la plupart des gens, Toast, une toast, là, on met du beurre de pinot là-dessus le matin. Là. Le laisse, Alex. Comment on arrive avec Toast pour faire une compagnie de médias avec ça? Bien, ça prend deux choses. Ça prend Alex, après Yann. Ça prend les deux choses, donc les deux gars qui sont à l'écran en ce moment, mais ça prend aussi un niveau d'écœurantite très, très, très élevé par rapport au nom précédent. Donc, on est arrivé à un moment où on dit, OK, là on n'est plus capable. On avait un board en liège au bureau où on pinait les lettres qu'on recevait avec notre nom complètement scrappé. Puis on a été appelé d'à peu près tous les noms. Fait qu'on a voulu un peu se débarrasser de ça. Et un désir ensuite d'un peu s'éloigner du côté .com 2000, Infivia Solutions, numérique seulement, parce qu'au moment où on a changé de nom, quelques années plus tard, comme le disait Yann, ben, on faisait plus que du numérique. Les deux gars ordinaires un peu naïfs qui disaient tout le temps oui, avaient dit oui pendant plusieurs années. Et à ce moment-là, on avait une équipe où on faisait autant du digital, donc autant du site web, puis de la présence web, si on veut, que de l'imprimé. À ce moment-là, on travaillait aussi le branding, on travaillait aussi tout ce qui peut être brochure, carte d'affaires, identité. Fait qu'on avait élargi notre offre pour qu'elle soit, à ce moment-là, beaucoup plus formée autour de ce qu'on pourrait appeler un studio de design. Fait qu'on est passé d'agence web à studio de design, puis il y avait un désir de changer un peu le positionnement. Fait que ces deux choses-là ont fait en sorte que on s'est dit, ben, OK, moi là, c'était plus la recherche du nom de domaine, là, c'était de dire, ben, comment est-ce qu'on peut trouver le bon nom? Puis le bon nom, combiné à l'écœurantite dont je parlais, c'était une syllabe. En anglais, en français, en espagnol, en allemand, je veux que ça puisse se dire dans toutes les langues. En plus, en français, c'est et masculin et féminin. Fait qu'il y a un beau rationnel autour de ça derrière. Donc, on s'est amusé avec ça. Puis Toast, c'est là que Toast a vu le jour. C'était quand même la mouvance des grandes agences à Montréal, des noms qui voulaient rien dire, puis dire quelque chose aussi, tu sais, Diesel, Toboggan, name it, là, il y en a eu plein là, de 2005-2006. Fait que... Ouais, puis quand tu y repenses, c'est un nom extraordinaire aussi parce que moi, je vous connais bien, vous êtes deux passionnés de communication, vous êtes deux passionnés là, de créativité, tout ça. Puis je trouve que ce concept de Toast Studio, donc le nom Toast dans le contexte que vous l'expliquez, ça vous ressemble drôlement bien. Ça sort de l'ordinaire, on a choisi un nom pour communiquer, pour toucher, pour être différent, mais communiquer dans toutes les langues, dans les deux genres, entre guillemets. Donc, très inclusif, c'est très Yann et Alexandre quand on y pense, mais à première vue, Toast Studio, ça pourrait être un peu dérangeant. Puis c'est peut-être ce petit côté justement un peu dérangeant qui sort de l'ordinaire, qui a été attirant et qui a été peut-être cette marque de commerce au fond pour les premiers clients que vous avez recrutés par votre originalité, votre façon différente de faire les affaires. Ben, je suis content que tu vois ça parce que c'était un peu, finalement, c'était un peu l'objectif qu'on s'était donné. Puis je pense qu'au fil des années, je pense que ça reste un nom, une marque qui reste mémorable pour ceux qui entrent en contact avec elle. Je pense que ça implique plein d'autres choses autour, mais on a peut-être réussi ça. Ce qui est le fun dans votre histoire aussi, c'est que c'était un relativement long décollage dans la dimension où pendant plusieurs années, l'entreprise a fait une croissance correcte, a roulé correctement. Et pendant combien d'années ça a été juste correct, entre guillemets, l'entreprise? C'est... Parce qu'il y a comme eu deux phases.
Oui, Il y a eu la c'est ça. première phase, mettons, de 2001 à 2011, les 10 premières années, où tu as eu un décollage avec une croissance d'entreprise où on était rendu 25 employés à peu près. Et où là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, puis on reviendra peut-être tantôt si ça t'intéresse, mais on a frappé un hostie de mur. Tu sais, vraiment, là, on a frappé un mur. Puis après ça, il y a eu la phase 2. Donc, tu sais, il faut s'imaginer, là, tu commences à monter, puis tu construis quelque chose, d'un coup, paf, tu rentres dans un mur. Puis après ça, tu repars quasi de zéro, mais quand je dis de zéro, peut-être de -2, -3, là, en bas du zéro. Puis là, tu repars encore à décoller. Puis, je fais peut-être un petit parallèle à l'avion, mais tu as besoin de beaucoup d'énergie pour décoller, pour être capable, d'un moment donné, juste de tirer sur ton manche, puis que l'avion puisse décoller. Puis, de 2012 à, je vais le dire, jusqu'à 2018, c'est 6 ans. C'est pas long, mais ça m'a paru comme les 6 plus longues années, mais les 6, avec du recul, les 6 plus belles années où j'ai appris énormément. Puis je pense qu'Alex aussi peut dire la même chose, mais ça a été, donc 6 ans plus 10, c'est 16 ans où que ça a été comme pain in the ass, l'enfer, pour juste un jour dire « OK, je tire sur le manche, puis là, on commence à décoller. » Après un coup que tu as décollé, tu n'es pas tributaire des petites zones de turbulence. Là. Un coup que tu ne touches plus le sol, là, il y en a d'autres petites zones de turbulence, mais je pense que c'est normal rendu là. J'ai fait exprès pour poser cette question-là parce que c'est tellement important de partager justement cette réalité qu'on vit, les entrepreneurs, parce que souvent les gens voient le succès aujourd'hui puis ils pensent que c'est un succès instantané, ils pensent que ils sont partis, un coup de chance, bonne place, bon moment, puis bon timing, puis tu vois, moi, ça ne peut pas être possible pour moi. Puis quand on connaît votre histoire, c'est 10 ans avec un bump, là, donc 10 ans de croissance, t'as coup de boum, un mur, on va y revenir d'ailleurs. Mais 10 ans, c'est long. Là, puis après, tu en rajoutes un autre 6 avant que tu commences à sentir que l'entreprise décolle. Ça, c'est 16 ans. Là. Alors, ce n'est pas un succès instantané. C'est un succès qui est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement dans certains cas, beaucoup de persévérance définitivement, de créativité, de resetting, hein, parce qu'il faut se remettre dedans à chaque fois. Et en cette perspective-là, moi, pas juste celle-là, mais particulièrement celle-là, j'ai tellement de respect pour vous deux parce qu'il y a beaucoup de couples d'affaires qui ne réussissent pas ces épreuves-là. Il y a beaucoup de business qui ne réussissent pas à passer le simple épreuve du temps. Et vous avez fait l'épreuve du temps, l'épreuve du partnership. Vous avez fait le virage là-dedans, parce qu'il y a des virages aussi qui ont été exécutés. Là. Il y a des pivots dans ça. Là. Alors, c'est quand même une belle histoire. Alors, revenons peut-être à ce premier 10 ans-là où il y a eu une première ascension, puis un mur qui s'est élevé. Alors, parlons-nous, Alex, de cette première ascension. Bien, tu sais, je le racontais tantôt, le début, on travaille vraiment en web. Les premiers moments, je dirais que puis c'est Yann qui le disait, c'était moi de soir, de nuit, qui designait, codait, testait, livrait, gestion client et tout. Ça, c'était les premiers moments. Puis il faut se souvenir que c'était un peu un sideline à ce moment-là. Fait que je dirais que le revenu aussi, le revenu personnel venait non pas du sideline, mais venait du travail qu'on faisait au quotidien en cinéma. Mais après ça, rapidement, on a élargi un peu l'offre, puis on s'est mis à embaucher. L'idée étant de dire comment est-ce qu'on peut justement commencer à déléguer, commencer à avoir des personnes qui font ça mieux aussi, parce que toutes les tâches que je viens de nommer, habituellement, c'est pas une seule personne qui est en mesure, c'est des cerveaux bien différents qui s'occupent de ça. Fait qu'on a commencé à embaucher, puis là, quand on a commencé à embaucher puis déléguer justement ces employés-là, bien, ça mettait encore plus de pression sur le développement des affaires, ce qui a fait que pendant une certaine période, ça devenait par moments carrément difficile même de sortir des revenus de la boîte. Puis à ce moment-là, quand est venu le temps d'avoir les premiers employés, bien, il y a eu ce moment-là de dire, bien, OK, c'est quoi le sideline de quoi, là? C'est-tu la télé qui est sideline de la business ou la business qui est un sideline de travailler en télé, pour moi spécifiquement? Fait que là, on s'est dit, on va ouvrir un bureau. Donc là, là où Yann était, il y avait des bureaux, il y avait de l'espace sur l'étage. Fait qu'on s'est trouvé un petit coin. On a installé un employé, 2 employés. Moi, je m'étais dit, je vais aller partir le bureau, puis après ça, je vais retourner travailler ces plateaux. Finalement, je ne suis jamais retourné. En fait, j'ai essayé une fois, j'ai fait un film de Robert Morin. Naïf. Ouais, ça n'a pas super bien été, mais j'avais comme pas de temps, vraiment.
Fait que, on s'est ouvert un petit bureau dans un bureau. Comme ça a bien décollé, là, votre affaire, parce que quand même, 20-25 employés, là, c'est quand même pas rien. Là. Bien, ça montait. On réussissait toujours à monter, puis par le bouche à oreille, on réussissait à aller chercher beaucoup de clients. C'était beaucoup de nos clients qui nous amenaient d'autres clients. C'était vraiment beaucoup ça. On faisait pas beaucoup on n'était pas très présent dans le marché, on était très peu connus. On faisait du bon travail, on livrait ce qu'on nous demandait. Fait que ça allait bien. Puis en plus, autour de 2008-2009, au niveau du secteur de la télévisuelle canadien, il y a eu la création d'un organisme qui a fait le Fonds des médias du Canada, là, certains sont peut-être familiers avec ça, mais qui a fait en sorte que les organismes qui finançaient la télé à ce moment-là imposaient aux producteurs télé de devoir faire site web, deuxième plateforme, application pour leurs émissions de télé. Donc là, on est comme un peu revenu à notre idée de base, un peu pactée là, de 10 ans avant, où on se disait on va faire du web pour le cinéma et la télé, puis on a commencé à faire ça. Puis, ce qui arrivait là-dedans, là, on arrive vers la fin du premier 10 ans, il arrivait un certain moment où moi, je restais trop impliqué dans les projets. Donc, on se retrouvait à avoir des cycles de là, on est sur un projet, il n'y a pas de développement des affaires qui se fait. Ah shit, le projet est fini, il faut développer des affaires. Donc là, on a commencé à vivre des cycles. Puis comme le niveau de la business, le niveau de revenu était de plus en plus haut, les cycles devenaient de plus en plus gros. C'était le décollage dont parlait Yann tantôt, quand tu pognes la turbulence en chemin. Et là, on commençait à avoir de la misère après. On avait un manque de prévisibilité par moment. Il y avait des moments où les revenus étaient là, c'était le party, on avait du fun. Il y avait d'autres moments où c'était un peu plus à sec. C'est là qu'on est arrivé, puis on a commencé à vraiment... Le mur s'approchait à ce moment-là. Souvent, dans la croissance, les gens pensent que les revenus grossissent puis qu'ils ont fait de plus en plus d'argent, alors qu'en bas, le cash flow, il ne suit pas. Puis c'est là que c'est hyper difficile. Tu sais, il y a eu une succession d'apprentissages, je ne veux pas dire des erreurs, mais dans ces années-là qui fait aujourd'hui qu'on est des meilleurs entrepreneurs, mais qu'on l'a appris aussi à la dure. Tu sais, puis jusqu'à ce moment-là, en 2011, où je me souviens, Alex, et on regardait les états financiers, puis tu sais, de s'être dit, Chris, on va frapper un hostie de mur, là, il y a une dette de plusieurs centaines de milliers de dollars, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, puis d'avoir, de mon bord, je sais que je me souviens d'avoir évalué, peut-être réhypothéquer ma maison, d'avoir évalué avec Alex de faire faillite comme entrepreneur, tu sais, puis tu sais, de prendre tous ces mécanismes-là jusqu'à temps qu'on décide de mettre tout le monde à la porte. Tu sais, un des problèmes qu'on avait, c'est que les frais fixes étaient tellement énormes que s'il y avait une variation par rapport au développement des affaires, on roulait sur des projets. Quand on terminait les projets, on repartait du développement des affaires. Fait que c'était tout le temps en dedans de scie. Puis, mais avec un gros volume, à un moment donné, on grugeait tous nos profits. Tu sais, à chaque fois qu'on tombait dans le creux de la dent de scie. Fait que on a décidé de mettre tout le monde dehors. Ça n'a pas été un move qui a été facile, mais ça a été un move qui a été aussi reconnu par les employés à ce moment-là, où ils ont dit « Hey gang, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendiez pour faire ça, mais vous faites ce que vous devez faire. » Puis, on est reparti de 6000 pieds carrés à un bureau de 10 par 10 où on avait installé Alex. Puis Alex, il y avait un seul salaire, mais quand je dis un seul salaire, pendant 1 ou 2 ans, Alex il a fait 20 000 ou 25 000 piastres, 24 000 piastres par année pour partir la patente. Moi, je n'avais pas de salaire, etc. Je continuais, j'étais comme en fade-out dans une autre entreprise, fait que je n'avais pas besoin de salaire. Puis de l'extérieur, personne ne le savait parce que Alex allait rencontrer les gens directement dans leurs locaux, mais il ne venait plus chez Toast. On n'invitait plus personne. Puis après ça, on rengageait nos employés, mais à la pige. Fait que personne n'avait vu pendant 2010 puis 2012. Puis le summum de ça, tu sais, Serge, quand tu dis des fois, quand tu es, je ne veux pas dire au fond du baril, mais quand tu es en bas, tu cherches tous les moyens de sauver une pièce. Là. On avait dealé avec notre propriétaire qu'on pourrait passer de notre immense bureau très beau où on invitait plein de clients à une espèce de mini garde-robe dans le fond, au bout du même corridor. Puis pour sauver des cents puis des piastres, j'ai gratté le numéro de porte de la première place où on était. J'ai été échanger les numéros de porte avec l'autre petit garde-robe plus loin sur l'étage pour ne pas avoir à faire de changement d'adresse puis réimprimer des cartes d'affaires.
Tu sais, si tu vas là où on était, sur la rue Sainte-Catherine, tu vas regarder les numéros de locaux, ils suivent, jusqu'à 2 locaux random qui ont l'air d'avoir été inversés. Mais ça, c'est quand on est passé sur le bord de la faillite, on a échangé. Puis ça a été toute une histoire. Ça. Ouais, ça a été comme un bout de tough où que il y a peut-être eu 2 moments en business où que j'étais comme couché souvent en petite boule dans mon lit, puis tu te demandes, Chris, qu'est-ce que je vais faire? Puis de l'extérieur, c'est ça qui est maudit des fois comme entrepreneur parce que puis je crois beaucoup dans la vulnérabilité, puis de montrer aussi quand on est en détresse, puis il faut le montrer. Puis en même temps, on est dans une business de confiance, de relation. Il faut que ça aille bien. Fait que... Qui veut faire affaire avec une business qui est sur le bord de la faillite, avec un gars qui est couché en petite boule dans son lit, ça ne marche pas. T'sais. Fait que d'un bord, la business doit paraître solide et confiante et tout, mais l'entrepreneur lui-même, tu as raison, doit être capable d'exposer sa vulnérabilité autour pour ne pas tomber puis pour ne pas sombrer. Alors, c'est comme un paradoxe, celui de l'entreprise puis celui des gens qui la composent. Bien, le côté relationnel que Yann a mentionné tantôt sur l'importance du relationnel en business, on l'a vécu puis on en a, comment je pourrais dire, bénéficié ou tiré profit à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme Yann a dit, les employés, on les a tous aidés. Ils nous ont d'ailleurs remerciés d'une certaine façon. Ils ont souligné le fait que hey, on vous aime, les boys, puis on se demandait comment vous faisiez. Et on les a aidés à pouvoir se replacer le plus possible aussi. Mais ils sont tous comme revenus à la pige le soir eux-mêmes pour venir nous aider à finir les projets qui étaient en cours. Après ça, au niveau relationnel, ben nous, c'est bien important la relation avec les clients. Donc, on le dit aux clients, ça. Nos clients existants l'ont su, la plupart, que hey, c'était pas une période facile, qu'on aurait peut-être besoin d'un petit coup de main, avez-vous des trucs de la business de plus à nous donner? Donc, les clients de qui on était les plus proches, on a pu montrer cette vulnérabilité-là. Et il y en a plusieurs qui ont compris, qui ont vraiment dit, OK, ben laisse-moi voir comment je peux vous aider. Puis ça a été, ça a été sauveur d'une certaine façon. Puis ça, c'est l'aspect relationnel. Puis on s'était donné un plan de restructuration ou de recouvrement pour rembourser toute la dette sur, je pense que c'était sur 3 ans. Là. Puis au bout de 18 mois, c'est sûr qu'on n'avait plus fucking de dépenses. Là, on avait coupé au max. Bon, on avait quasi remboursé toute la totalité du dépassement qu'on avait. Fait que c'est à ce moment-là, en début 2012, puis je vais te laisser Alex le raconter, mais qu'il y a eu la phase 2 où le nouveau TOS est arrivé. Puis avant d'y aller, là, c'est quoi les 2 ou 3 grandes leçons que vous retirez là, de ce passage à sec? Bonne question. Hein? Ben, moi, je vais en lancer une. Ça a été vraiment ça. Puis je sais que c'est la bête noire de beaucoup d'entreprises qui sont en train de décoller. C'est l'entrepreneur qui est autant dans les projets et qui est autant dans le développement des affaires. On ne s'en sort pas, ça reste tout le temps une réalité, mais je pense qu'il y a quelque chose à développer. Chaque entrepreneur doit développer une conscience du danger de cette position-là. Elle est inévitable. Ouais. Elle est inévitable, mais ça vient avec un danger. Je pense que l'entrepreneur doit être conscient de ça pour peut-être des fois se donner des moyens pour amenuiser ces dents de scie-là. Parce qu'il va en avoir immanquablement, mais si on peut les amenuiser en étant conscient de ça, je pense que ça, c'est au moins une des choses. C'est un bon point, mais tu sais, pour tous les solopreneurs qui nous écoutent, la difficulté de passer de la soloprise à l'entreprise, il y a le mot « entre », ça veut dire qu'on est entre nous, il y a du monde. C'est ce bout-là, c'est être capable d'accepter de faire moins de revenus, peut-être un bout de temps, puis construire une opération plutôt que de passer à tout le temps, de façon éternelle, à travers ce fameux cycle où je vends mon temps. Je vends mon temps, donc je le livre. Pendant que je livre, je n'ai pas le temps de le vendre. Quand j'ai fini de livrer, je recommence à vendre mon temps. Puis là, on fait la fameuse courbe dont tu parlais tantôt. Et cette courbe-là est extrêmement difficile à maintenir sur le long terme. Vous avez été même très bon de la tenir pendant 10 ans. Souvent, on tombe avant ça, ou on va s'associer, ou on va vendre la business à quelqu'un parce que justement, on n'est pas capable de soutenir ce rythme-là qui est pratiquement infernal. Là. Et quelle est l'autre leçon, Yann, t'écoutais? Fait que tu as peut-être trouvé une autre leçon, toi? Je pense qu'avec le recul, je nous aurais pris un coach en démarrage. Tu sais, forcément, tu sais, on est deux, on le dit souvent, on est deux titlins. Tu sais, il y a un trou de boîte, on saute dans le trou de boîte, puis après ça, on dit OK, qu'est-ce qu'on fait pour sortir du trou de boîte? Ben, des fois, je pense avoir eu un coach dans notre inexpérience dans le milieu des affaires puis en entrepreneuriat
d'avoir eu un coach qui vienne un peu peut-être nous guider nous aurait probablement aidé à sauter moins dans différents trous de boîte. Mais ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que tu sais, moi, je dis, mais... c'est pas un échec, hein, ce qu'on a vécu, c'est de l'expérience. Ben ouais. Ça a été de l'expérience, des fois, peut-être à la dure, où on a mangé des petites claques sa marboulette, mais on a appris. Ben, de coach, puis je fais juste une parenthèse, puis je te laisse continuer, Serge, mais cette notion de coach peut te permettre justement, c'est pas nécessairement un coach au sens propre du terme, ça peut être idéalement un coach au sens propre du terme, mais surtout quelqu'un avec qui tu peux échanger sur tous les aspects de la business. C'est très facile de s'entourer de gens devant qui il faut bien paraître, puis il faut que tout aille bien. C'est très facile ou c'est très difficile à l'inverse de tout mettre sur la table à la maison aussi. Des problèmes de business, c'est pas toujours des problèmes qu'on a le goût d'amener à la maison, puis il faudrait, idéalement, mais on a tendance, je pense, beaucoup à cacher ces choses-là par moment. Puis on veut pas se montrer vulnérable à la maison, on veut pas se montrer vulnérable dans les 5 à 7. Où est-ce qu'on peut être vulnérable puis vraiment parler de nos problèmes? Je pense que ça, c'est un aspect qui est... faut avoir quelqu'un, quelque chose, quelque part autour où on peut échanger pour vrai. Ah, alors, on parle là, maintenant de la deuxième vague, là, cette montée qui est plus régulière, je dirais, peut-être plus facile, forte de ses apprentissages antérieurs. Alors, comment ça s'entame, cette affaire-là? Puis qu'est-ce qui se passe pour que ça se mette à décoller, là? Je vais te laisser y aller, Alex, parce que je vais tousser. Je vais fermer mon micro, je vais tousser une bonne shot, mais continue. Je n'arrive pas à faire depuis tantôt, Yann, je ne sais pas si tu remarques, mais moi aussi, je fais des petits discrets pour pas trop me mettre trop ostensible tantôt. Allez-y, les boys, je vous laisse 60 secondes pour tousser. Je raconte le début de la deuxième vague. Essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que je racontais tantôt qu'on commençait à travailler sur le développement de sites web pour le cinéma et la télé. Puis quand tu fais ça avec le modèle dont je parlais tantôt, tu es comme le troisième dans la chaîne. Il y a le diffuseur télé, il y a un producteur qui fait une émission de télé, puis le producteur te contracte pour faire application, site web et compagnie. Tu es bien loin. Tu es bien loin dans la chaîne et tu es souvent en mode réaction. Tu sais, le bout de la queue du chien ou du chat ou de l'animal, c'est ça qui bouge le plus vite puis qui swing d'un bord puis de l'autre à cause de ce qui se passe à l'autre bout. Et on se retrouvait beaucoup dans cette situation-là. Fait qu'on a frappé le mur, c'était entre autres à cause de ça. On s'est dit, ben, OK, comment est-ce qu'on peut se rapprocher du cash, de l'argent? Puis on s'est dit, ben, ça ne marchera peut-être pas en ne faisant que des sites web pour le cinéma et la télé, mais on s'est dit, et si c'était L'Oréal, et si c'était Bombardier, et si c'était les grandes entreprises qui payaient pour raconter des bonnes histoires? Fait que ça, c'était des lectures. J'ai parlé de la curiosité tantôt. Là. Ben, tout au long de ces 10 premières années-là, j'ai toujours été un gars qui lit, qui regarde à gauche et à droite qu'est-ce qui se passe, qui est bien, bien, bien curieux, puis qui est une éponge sur plein d'affaires. Puis, j'avais commencé à lire sur la notion du marketing de contenu à ce moment-là, qui est essentiellement du contenu, mais payé par les marques et les annonceurs. Puis on s'est dit, ben, un peu encore en déclin, faisons ça. On n'a plus de dépenses, swingons ça. Donc, on est passé de travailler beaucoup sur le contenant, site web, brochure et tout, au contenu, qui était une chose qui nous allumait tout autant depuis le début. Donc, on a commencé à travailler ça, puis ce qu'il a fallu faire, c'est un peu développer, puis d'assumer notre nouveau positionnement, parce qu'on repartait la business, si on veut, puis on ne la repartirait pas de la même façon que l'autre. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, puis on a commencé à rencontrer les marques pour aller leur poser la question, seriez-vous prêts à payer pour ça? Est-ce que c'est quelque chose... Attends, moi je fais juste une petite parenthèse parce que tu le racontes de façon très corporate, mais dans la réalité, parce que c'est lui le génie en arrière de ça. C'est lui qui faisait la veille puis qui a réfléchi à ça. Puis, tu sais, il faut s'imaginer, là, on vient de passer un hostie de bout de tough, tu sais, où on l'a eu ses dents puis tout, puis il dit, on va faire une agence de contenu. Puis moi, dans ma face, c'était comme, what the fuck? C'est quoi une agence de contenu? Ça n'existe même pas ici. Ouais, mais aux États-Unis, puis ça s'en vient, puis finalement, bon, je dis go dans patente, puis c'est le repositionnement, puis on part ça. De toute façon, on n'a rien à perdre. On a un bureau 10 par 10 avec une petite chaise, avec un ordinateur, puis c'est le laptop d'Alex. Fait que on repart avec zéro. Puis, mais ça a été quand même en 2012-2014, pain in the ass aussi, parce que
justement, les marques, je veux dire, c'était la même question qu'ils disaient, what the fuck, c'est quoi une agence de contenu? J'ai Sidley qui est mon agence de pub, j'ai Cossette, name it, j'ai Touché qui est mon agence média. J'ai pas besoin d'une agence de contenu. Puis on cognait à la porte avec notre petit bâton de pèlerin, comme Alex l'a dit, puis à chaque fois, on se faisait virer de bord. Vraiment, littéralement virer de bord, gentiment, mais il nous disait OK, mais on n'a pas besoin de vous autres. C'est bien beau, là, au pays des licornes, ce que vous nous proposez, mais on n'en a pas tant besoin. Jusqu'en 2014, où là, il s'est passé comme quelque chose, puis on était déjà dans le paysage. Puis je te laisse continuer par rapport à Facebook, name it. C'est ce qui est. Oui, puis tu sais, c'est vraiment. Ces premières années-là, il faut bien comprendre, on n'était pas à zéro revenu. On avait quand même, j'ai parlé de vulnérabilité tantôt, on en a parlé avec nos clients. On a continué à servir nos clients, mais cette fois-ci dans un modèle avec des pigistes. Et c'est là un peu le shift aussi par rapport à la conscience des frais fixes versus la capacité de moduler en fonction des revenus. On s'était dit, on ne fera pas la même erreur. Il y a plein de business d'agences qui fonctionnent très, très bien avec un bon staff. Nous, on se disait, ben, on va essayer de fonctionner avec un staff le plus minimal possible, un peu dans le modèle des maisons de production télé qui embauchent, comme disait Yann. On a en ce moment 45 personnes staff à peu près dans le volet télé, puis on embauche presque 1800-2000 pigistes à chaque année. C'est un corps petit qui embauche des gens autour. Fait qu'on s'est dit, on va prendre ce modèle-là. Fait qu'on travaillait encore avec nos anciens clients, au moins pour les servir, parce qu'on était encore capable, mais on savait que c'était plus le positionnement qu'on voulait aller chercher. Puis 2014, ben, il est arrivé quelque chose où on était en meeting avec L'Oréal parce qu'on avait commencé à travailler avec eux un petit peu. Puis justement un peu sur du branding puis des trucs plus numériques. Mais on leur a pitché l'idée d'un gars qui allait traverser le Canada à la course. Puis que ça pouvait être une excellente histoire à raconter pour la marque avec qui on travaillait, Biotherm. Et essentiellement, le directeur marketing chez Biotherm a dit « Go, je veux raconter cette histoire-là ». Donc, on a mis en place une production à ce moment-là où on a suivi, en 2014-2015, un gars qui s'appelle Sébastien Sasseville, qui est parti de Saint-Jean-de-Terre-Neuve puis qui s'est rendu jusqu'à Vancouver. On a raconté cette histoire-là dans une série vidéo et ça nous a essentiellement mis sur la map, sur le modèle qu'on voulait faire depuis le début. C'était très, très avant-gardiste aussi, là. On va se le dire. C'était très, très nouveau, ça, comme concept, là. Exact. Ici, c'était très nouveau. Il y avait des marques qui l'avaient fait avant. Les Red Bull étaient déjà assez présents. Il y avait BMW Films qui avait fait quelque chose dans les années 2000, mais c'était encore par-ci, par-là. Fait que c'était un peu nouveau. Vas-y, Yann. Au Québec, les annonceurs allaient plutôt vers des plateformes traditionnelles, là, les journaux, la télé, etc. Ouais. Puis à un moment donné, 2014 aussi, 2013-2015, ce tournant-là vers Facebook, Instagram, c'est arrivé un petit peu après, mais YouTube se sont retrouvés propriétaires de leurs propres médias, qui généralement le confiaient à quelqu'un, puis eux le confiaient après ça ou allaient le porter dans différentes plateformes traditionnelles. Donc, se sont retrouvés avec des plateformes de diffusion à devoir les nourrir avec du contenu, puis qui n'était pas de la publicité, qui était un autre type de message. Puis nous, ben, c'était le positionnement, grâce à Alex, c'était le positionnement qu'on avait pris pour être présent avant cette vague-là. Donc, on était quand même bien placé en 2014. Puis, le truc de L'Oréal Biotherm nous a donné aussi un beau petit lift par rapport à... C'est pas à l'époque où tu t'as lâché tes autres opérations ou occupations, Yann, et t'as sauté. 2012. 2012, hein? Donc, quand vous avez frappé le mur, c'est à ce moment-là que toi, t'embarquais à temps plein aussi. Ben, 2012-2013, il y a eu quand même une petite transition entre les deux. Mais oui. Parce que le premier film télé qu'on a produit, c'était en 2014. C'était Kurdistan, Terre d'espoir, qu'on avait fait. Un film de Julien Fréchette. Ça, je peux le raconter un peu. Ce qui arrivait, c'est qu'Yann, puis c'était d'ailleurs les gens qui nous avaient hébergés
au début, quand on a embauché nos premiers employés, c'était la maison de production avec laquelle Yann travaillait en production documentaire. Puis autour de 2012, je raconte ton histoire, Yann, parce que des fois, tu la racontes pas. Tu la racontes pas au complet. Mais Yann, c'est une maison de production qui produisait un certain type de documentaire. Et Yann avait ce sentiment d'avoir fait le tour de la maison et avait le goût de produire d'autres choses. Donc, on s'est dit un peu encore, des fois peut-être naïvement, ben, go, nous, on va le faire. Toast va produire maintenant de la télé. Puis, c'est là que Yann, en fait, a commencé justement à piloter ce qui est devenu un jour la division télé, mais cette espèce de penchant télé-là. Puis après ça, là, c'est sûr que 2014, 2015, 2016, puis il y avait cette croissance-là. Puis là, on avait le spotlight médiatique sur nous autres comme étant comme les underdogs, puis quand on grandissait, puis on faisait du bruit, tu sais. Il y avait bien des joueurs qui n'aimaient pas bien le bruit qu'on faisait dans le marché. Donc, on est arrivé aussi à réavoir une croissance assez rapide avec tous les problèmes que ça venait avec, là, tu sais, genre manque de processus, cash flow, etc., etc. Et c'est là qu'on a rencontré aussi une charmante personne, 2015-2016, du nom de Serge Beauchemin, qui est venu aussi. C'est là que je rentre en jeu, moi. Ouais, c'est là que tu rentres en jeu, ou que tu es devenu associé avec nous. Puis la petite histoire, c'est que, puis je ne vais pas nommer, mais il y a un gros groupe qui voulait nous acheter. Puis on a des amis en commun, Serge et moi. Puis il y a un moment donné, j'ai dit à cette personne-là, peux-tu me mettre en contact avec Serge? J'ai des questions à lui poser parce qu'on a comme un deal peut-être de se faire acheter. Puis je me souviens avoir été dans tes bureaux, puis d'avoir regardé les chiffres, puis t'as dit « Hey les boys, vous êtes en croissance, faites pas ça. » Il dit « Moi, à la place, je vais embarquer avec vous. » Parce que le deal, c'était un out là, chez nous. Il nous avalait vraiment dans le gros groupe. Finalement, Serge a dit « Je vais plutôt embarquer avec vous dans cette aventure-là. » Puis après ça, ça a été la suite du partnership avec Serge. Bon, écoute, j'irai pas trop loin dans les questions avec ce partnership-là. J'aurais l'impression de me faire mon propre procès ou ma propre propagande. Alors, on va skipper ce bout-là. Mais je présume que l'aventure de télé et de marketing de contenu a continué d'être profitable parce que la croissance n'a pas arrêté. Là. Cette histoire que tu as imaginée au début un peu aléatoire, Alex, Yann qui se raccroche en faisant de la prod pour un projet bien à lui. Finalement, mais ce maillage-là des deux amis d'enfance qui se retrouvent et qui combinent deux expertises qui, au prime abord, sont pas pareilles pantoute, mais qui sont tellement complémentaires. Le storytelling, à la base, c'est ça qui vous unit, là. Oui, juste, je reviens à profitable, parce que c'est là-dessus que ça a accroché, puis c'était pas si profitable que ça. Il y avait cette croissance-là, ça allait bien. De l'extérieur, tu sais, on avait besoin de nouveaux locaux, on avait besoin d'engager du monde, puis en bout de ligne, tu sais, je me souviens, puis tu sais, on a eu des tensions de couple professionnelles, Alex puis moi, puis c'est à ce moment-là que ça a commencé peut-être un peu à certains niveaux des petites tensions de couple. Je me souviens d'être retombé. Je pense que j'ai fait un burn-out, puis pas diagnostiqué, mais à ce moment-là, je pense que j'ai fait un burn-out. D'être dans ton lit, là, puis d'être en petite boule, le fameux baril où tu tombes, là, puis tu dis, OK, un moment donné, je vais pogner le fond du baril, puis je vais me donner juste un swing, puis je vais remonter à la surface. Puis là, tu arrives au fond, puis là, le fond, il déchire comme s'il était fait en papier de soie. Là. Puis là, tu redescends, tu dis, tabarnak, jusqu'où je vais descendre, tu sais. Puis là, mais j'ai 2017, pour moi, ça a été une année charnière où je me souviens d'avoir dit à ma blonde, si ça ne marche pas en décembre 2017, ben je ferai autre chose. Puis, par magie, je pense que c'était au mois de septembre, octobre, on a eu des projets qui se sont confirmés côté télé, etc. Puis, je vais prendre l'image du yoke en aviation, mais on a pu tirer sur le manche, puis là, on a senti qu'on décollait, puis qu'enfin, finalement, il se passait quelque chose. T'sais. Fait que ça a été ça, mais ça n'a pas été une ride. C'est sûr que les gens de l'extérieur, ils te regardent et on dit « Waouh, c'est débile, ils sont tellement heureux, ils sont tellement sur un spin, puis tout ça. » Mais de l'interne aussi, j'arrivais à la maison, j'enlevais mon costume de Superman, puis je braillais dans mon lit. C'était pas, ça n'a pas été le bout le
le plus cool, je te dirais, professionnellement. Mais aujourd'hui, tu sais, puis on a appris. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai appris énormément. Il y a plein de choses que je ne referais plus ou je referais, tu sais, là-dedans. Puis je ne sais pas si des choses que je referais, tu sais, à un moment donné, je crois qu'il faut s'écouter puis être accepter ces expériences-là, des fois, qui nous forgent comme forgerons entrepreneurs. Tu sais. Ouais, puis c'est le fun aussi, les gars, de vous écouter parce que, tu sais, on l'a répété plusieurs fois, puis il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de Toast, puis qui entendent ça, puis qui disent, oh mon Dieu, tu sais, les gars en ont bavé, ça n'a pas été facile, puis moi qui pensais que. Puis c'était un peu, là, je ne pensais pas qu'on était pour aller aussi, entre guillemets, deep, ouvert, all spot on sur On est votre là pour histoire. raconter des histoires, Serge. Oui. C'est ça qu'on fait. Mais en même temps, je trouve ça tellement important, les gars, parce que, ça rend toute votre patente tellement saisissable, tellement touchable, tellement vrai. Tu sais, votre patente, c'est pas simplement une histoire d'apparence, bien au contraire. C'est une histoire de cœur, une histoire de combattant, une histoire de passion, une histoire de volonté, de persévérance. Puis c'est ça, l'entrepreneuriat. Puis souvent, on parle de ces mots-là avec des petites histoires tu sais, qu'on pose sur Instagram. Dans votre cas, c'est l'histoire pratiquement d'une vie. Là. C'est 15 ans de votre vie, là, si j'essaie d'accumuler là, les 10 premières et les 4-5 suivantes. Là. C'est pratiquement 15 ans de votre vie là, à travailler fort, puis à essuyer des revers, puis à passer à travers des murs et des murs de problèmes, de difficultés pour finalement, enfin, commencer à voir la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, puis que cette lumière-là est comme providentielle, parce qu'on a l'impression des fois qu'elle est comme hasard, est arrivée comme par hasard. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'elle est arrivée justement par cette persévérance-là. À force de se mettre sa route, on finit par se faire frapper. Là, mais tu sais, dans votre cas, à force de vous mettre sur le chemin de la business puis persévérer dans ce modèle-là que vous aviez, bien, vous avez été frappé par le succès. Là. À un moment donné, les dots are connecting, comme Steve Jobs disait, et cette magie-là prend forme. Puis là, pouf, la business prend son essor. Je ne suis pas en train de dire aux gens qui nous écoutent que vous devriez persister malgré, mais une chose est claire, vous avez un rêve, il ne faut pas abandonner. Et c'est ça qui est beau dans votre histoire. Vous aviez un rêve commun qui a pris forme il y a très longtemps, d'avoir une business ensemble, les deux chums, puis d'avoir de quoi, de faire marcher de quoi, puis 20 ans plus tard, les deux gars sont encore ensemble, puis ont enfin quelque chose qui marche. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours exactement comme on l'aurait imaginé, mais Dieu, ça vous fait vivre très bien, ça vous fait encore vivre de belles aventures, et en plus, ben, ça fait vivre plusieurs centaines de personnes aussi, parce qu'il y a un méchant paquet de monde qui travaille, qui orbite maintenant autour de Toast Studio. Là. Tout à fait. Alors, une très, très belle histoire, Yann. Très belle histoire, Alex. Et j'ai fait un grand exposé, Alex, parce qu'on arrive à l'heure que devrait durer notre entrevue. Alors, je voulais peut-être nous laisser tous sur cette note-là là, de chemin de persévérance, de chemin de confiance et que la chance arrive à ceux qui la provoquent. Mais dans votre cas, vous l'avez provoqué big time, la chance, avant qu'elle vous frappe. Puis je dis la chance, mais bon, c'est un autre mot pour dire la conséquence de vos efforts et de votre persévérance, là. Mais on est tous d'accord que des fois, on a un petit peu besoin d'un coup de destin pour que le feu prenne et que l'aventure s'enflamme. Alex, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous partager? Je pense que tu l'as très, très bien, tu l'as très, 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 très bien résumé, Serge. Il y a de la persévérance là-dedans. Il y a peut-être un peu de naïveté, mais une chose à travers tout ça, à travers toutes les saisons qu'a pu vivre Toast au fil des années, on a toujours été curieux, on a toujours voulu et laisser l'adaptabilité entrer, puis on s'est adapté aussi, mais bref, tu l'as résumé 1000 fois mieux que j'aurais pu, Serge, merci. Et je vous ai présenté les gars au début en disant deux gars ordinaires qui ont fait une business extraordinaire. Puis quand on écoute votre histoire puis on vous connaît, on voit bien qu'en fait, vous n'êtes pas ordinaire, mais vous êtes vraiment des êtres humains de grande qualité. Je dirais des êtres humains très collés à leur humanité, justement. Quand on vous côtoie, il n'y a pas de fake dans votre affaire, il n'y a pas d'égo dans votre affaire. Il y a juste deux gars qui veulent s'amuser, qui veulent faire une différence, qui veulent toucher les gens autour. Moi, je suis super fier d'être associé à vous deux, super fier de vous avoir dans ma vie. On ne se voit pas toutes les semaines, on ne se voit pas tous les mois, mais clair qu'on se parle régulièrement. Puis à chaque fois, personnellement, en tout cas, j'ai une grande fierté d'être associé à Alexandre Gravel et à Yann Kenville, deux gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors,
ordinaire dans la dimension où vous êtes des êtres humains, pareils comme tous les autres, mais certainement extraordinaire dans l'expression de votre humanité au quotidien. Et pour ça, ben, je suis bien fier d'être votre chum puis votre partner, les gars. Ben, merci. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé cette entrevue aujourd'hui. Vous savez, les grandes discussions d'Alias Entrepreneurs, c'est justement fait pour démontrer des histoires qui vous ressemblent, qui nous ressemblent tous, des histoires qui sont justement pas le fruit d'une conspiration positive pour se montrer invulnérable, mais au contraire, des histoires sensibles, des histoires vraies, des histoires d'épreuves. Et aujourd'hui, on a eu la démonstration qu'une entreprise à succès aujourd'hui, là, on parle de Toast, le studio partout au Québec dans le domaine du marketing de contenu et de la production télé. Et cette business-là, elle a connu une histoire, comme vous venez d'entendre, extrêmement complexe, éprouvante, et pourtant, aujourd'hui, une histoire de succès qui paraît, je dirais, spontanée quand on la regarde de l'extérieur. Alors, rappelez-vous de ça, travaillez avec persévérance, continuez de poursuivre vos rêves, c'est la plus belle façon de vivre sa vie. Sur ce, mon nom est Serge Beauchemin d'Alias Entrepreneur. On vous rappelle d'aller faire des likes sur la vidéo, de faire des commentaires sur la vidéo. C'est super important pour nous, pour nos commanditaires, et évidemment de faire un partage du contenu sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide à avoir plus de visibilité et du coup, continuer de produire du contenu de qualité pour tous nos entrepreneurs du Québec. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là et on se rejoint à la prochaine discussion pour entrepreneurs chez Alias Entrepreneurs.